Pour finir en beauté cette série de vidéos spéciales Halloween, je vais vous relater non pas une, mais deux affaires très déconcertantes. Celle d'un étudiant qui se rend à une soirée d'Halloween mais qui se trompe de maison, et ça va très mal se finir pour lui. Et la deuxième affaire est celle d'une nonne tuée dans un couvent avec un dénouement qui, je vous l'assure, ne vous laissera pas indifférent. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble plonger dans deux histoires vraies où un 31 octobre des personnes ont perdu la vie dans des circonstances effroyables. Yoshihiro Hattori, 16 ans, surnommé Yoshi, est un élève japonais arrivé depuis peu au pays de l'oncle Sam dans le cadre d'un programme d'échange étudiant. Pendant un an, il s'installe à Bâton Rouge, en Louisiane, où il va vivre au sein d'une famille d'accueil, chez Richard Haymaker, un professeur d'université, sa femme Holly Haymaker, une médecin et leur fils prénommé Webb. Webb et Yoshi ont le même âge et s'entendent à merveille. Il faut dire que Yoshi est un adolescent très extraverti et extrêmement apprécié de ses camarades américains. Les deux jeunes participent ensemble à divers événements tels que des fêtes, des festivals et sont même invités à une soirée d'Halloween. Et Yoshi est surexcité à la perspective de participer à sa toute première vraie fête d'Halloween aux États-Unis. Cette célébration très ancrée dans la tradition américaine. Le soir du samedi 17 octobre 1992, Yoshi et Webb revêtent leur plus beau déguisement. Yoshi est habillé en smoking blanc, à l'image de John Travolta dans le film La fièvre du samedi soir. Webb, quant à lui, est déguisé en victime d'accident. Ils prennent note de l'adresse où a lieu la soirée et quittent la maison, persuadés qu'ils vont passer une excellente soirée, si seulement ils avaient su ce qui allait se passer. Les deux amis arrivent sur les lieux, ou du moins pensent être arrivés sur les lieux, car en réalité, ils se sont trompés d'adresse. Au lieu d'aller au 10 131, ils ont sonné au 10 311. Ils ne se rendent pas compte tout de suite de leur erreur, puisqu'il y a plusieurs voitures garées dans l'allée, et l'avant de la maison regorge de jolies décorations d'Halloween. Ça semble être une ambiance de fête. Ils sonnent donc à la porte principale, puis voient une femme au visage hostile jeter un coup d'œil par la porte latérale, puis la claquer brusquement. Les adolescents comprennent qu'ils ont dû se tromper d'adresse et rebroussent chemin, quand soudain la porte principale s'ouvre et un homme armé d'un revolver Magnum 44 apparaît sur le porche de la maison. Il s'agit de Rodney Pierce, un homme de 30 ans, boucher de supermarché. Il est le propriétaire des lieux. Alors Yoshi, voyant cet homme devant l'entrée, lui annonce fièrement « Nous sommes ici pour la fête », tout en se dirigeant vers lui avec enthousiasme. Visiblement, le jeune japonais n'a pas compris que l'homme tient entre ses mains une arme à feu. Il doit penser que c'est une sorte d'accessoire d'Halloween. Il faut dire qu'on peut le comprendre, parce qu'au Japon, le port d'armes est interdit pour tous les civils, hormis pour la chasse et le tir sportif. Alors des armes, on n'en croise pas tous les jours au Japon, et la réglementation est très stricte. Bref, Yoshi se dirige vers l'homme sans se méfier, celui-ci lui ordonne de s'arrêter, mais Yoshi continue à marcher vers lui, sans doute ne comprend-il pas ce que lui dit son interlocuteur en anglais. Yoshi parle un peu anglais, mais c'est un anglais approximatif, il ne comprend pas tout. Sans chercher à en savoir plus, Rodney tire sur le pauvre Yoshi en pleine poitrine, tourne les talons pour rentrer chez lui et claque la porte. Le jeune homme tombe au sol, une ambulance est appelée, mais malheureusement il meurt dans l'ambulance qui devait le transporter vers l'hôpital le plus proche. Son poumon gauche a été perforé, il a perdu beaucoup de sang, il est décédé des suites de l'hémorragie provoquée par ce tir mortel. Les Pierce, eux, restent reclus chez eux et n'en sortent qu'à l'arrivée de la police. Rodney, sûr de lui, est catégorique, il est dans son bon droit. Il raconte aux autorités qu'en voyant les deux adolescents sur leur propriété, sa femme Bonnie a pris peur et lui a dit de prendre son arme. Il explique que ne sachant pas quelles étaient les intentions du jeune homme, il était inquiet. Il aurait, selon ses dires, cru que l'appareil photo que portait Yoshi autour du cou était une arme, alors il se serait senti menacé par le jeune étudiant.
Il lui a ordonné de quitter la propriété, de ne pas s'approcher de lui, mais ce dernier persistait à vouloir marcher en sa direction. Alors, il lui a tiré dessus, tout simplement. Il raconte ça comme si il avait fait un croche-patte. Les parents E-Maker, qui reviennent du cinéma cette soirée-là, sont informés par les autorités du drame qui s'est produit. Les parents de Yoshi, son père Masashi, surnommé Masa, et sa mère Meiko, qui vivent au Japon, sont également prévenus et débarquent quelques jours plus tard en Louisiane, complètement dévastés par la terrible nouvelle de la mort de leur fils. Le plus fou dans cette affaire, c'est qu'initialement, Rodney Pierce n'est même pas arrêté, ni placé en garde à vue. Ce n'est qu'après l'intervention du gouverneur de la Louisiane et du consul du Japon en Nouvelle-Orléans qu'il a été inculpé pour homicide involontaire. Rodney Pierce passe donc au tribunal pour être jugé au pénal. Pour sa défense, il plaide la doctrine du château, encore appelée la loi du château. Il s'agit d'un concept juridique bien connu aux États-Unis selon lequel, si un individu s'introduit dans le lieu de résidence d'un tiers, eh bien ce tiers est en droit d'utiliser la force et même de tuer l'intrus s'il se juge être en danger et il ne risque aucune poursuite judiciaire car il n'a fait que se défendre et défendre son foyer. Ce plaidoyer convainc une bonne partie du jury qui le déclare non coupable après seulement 3 heures de délibération et Rodney ressort libre de son procès sous les acclamations de la salle d'audience. On peut supposer que ça a été un crève-cœur pour la famille de Yoshi. Cependant, au cours d'un autre procès, au civil cette fois-ci, Rodney est déclaré responsable de la mort de Yoshi et condamné à verser la somme de $353 000 à la famille de la victime. Une somme que les parents de l'adolescent utilisent pour financer la Yoshi Coalition, une association mettant en place des actions pour militer en faveur du contrôle des armes à feu, une cause qui leur tient à cœur et qu'ils continuent de défendre à ce jour. Et l'affaire de Yoshi a pris une telle ampleur à l'échelle internationale que les parents de l'adolescent ont même été reçus en novembre 1993 à la Maison Blanche par le président de l'époque, Bill Clinton, pour lui présenter une pétition signée par plus de 1,3 million de Japonais et plus d'une centaine de milliers d'Américains, faisant ainsi pression sur le président pour qu'il signe des mesures plus strictes pour le contrôle des armes à feu, telles que la loi Brady, obligeant les armuriers à vérifier les antécédents judiciaires des acheteurs. Durant cet événement, avec le président Bill Clinton, Meiko Hattori, la mère de Yoshi, a dit « La vie de mon fils ne reviendra jamais. Mais je ne veux pas que sa mort soit vaine. » En soi, c'est une très belle leçon de courage de la part de ses parents engagés. Et comme vous vous en doutez, ce verdict qu'il y a eu de non-culpabilité au pénal à l'encontre de Rodney a profondément attristé la famille de Yoshi. Ses parents ont quand même toujours cette impression d'inachevé, l'impression que justice n'a pas totalement été rendue pour leur fils, ce qui rend le deuil difficile même 30 ans plus tard. Masa, le père de la victime, a dit en 2012 pour exprimer son chagrin. « Parfois, j'ai l'impression qu'il est toujours en Amérique. Je me dis qu'un jour, il rentrera à la maison. » 31 octobre 1981, au petit matin, le corps inerte et dénudé de sœur Thaddeus Benz, une nonne de 76 ans d'origine suisse, est découvert dans sa chambre située au premier étage du couvent de Sainte-Francis à Amarillo au Texas. Les autorités sont dépêchées sur place et plusieurs indices se sont retrouvés. Une fenêtre brisée dans une salle commune, les vêtements de sœur Thaddeus et un couteau dissimulé sous son lit, qui s'avérera être l'arme blanche qui a servi à poignarder la religieuse. La nonne a été malmenée avant d'être achevée. Le tueur aurait abusé d'elle et aurait tenté de l'étrangler, l'aurait battue avant de finalement se décider à la poignarder à mort. La pauvre femme a vécu un vrai calvaire avant son décès. À une époque où les analyses ADN ne sont pas encore courantes, les investigateurs s'intéressent plus aux faits et aux témoignages oculaires, même si ces derniers ne peuvent pas être fiables à 100%. Et justement, un homme raconte avoir vu quelqu'un s'enfuir du couvent la veille du drame, une silhouette masculine. Ensuite, on a un autre témoignage, un tuyau reçu par la police selon lequel cet homme en question serait peut-être Johnny Frank Garrett, un adolescent à problème de 17 ans, connu pour des petits délits et mentalement instable qui habite juste en face du couvent. Un peu plus d'une semaine après les faits, le 9 novembre, Johnny Frank Garrett se fait interroger.
Les policiers tiennent des aveux écrits dans lesquels l'adolescent leur confirme être le coupable et leur donne plus de détails. Par exemple, il aurait déclaré que pendant le crime, la religieuse récitait des prières. Je précise néanmoins que ces aveux n'ont jamais été signés de la main de Johnny. Lui, depuis le début, en fait, clame son innocence haut et fort. Il ne nie pas s'être introduit dans le couvent, d'ailleurs les policiers ont relevé ses empreintes digitales sur les lieux, mais il conteste avoir tué qui que ce soit. Il raconte que 2 jours avant le meurtre, ivre et défoncé au LSD, il s'est mis en tête de voler quelques objets de valeur qui se trouvent dans le couvent, comme la chaîne IFI. Voilà pourquoi il a brisé une des vitres, s'est introduit dans la cafétéria où il a pris un couteau de cuisine. Il a visité quelques chambres vides, dont celle de sœur Tadea, où il a forcé un tiroir avec le couteau. Il a soudain entendu du bruit dans les couloirs, a pris peur et s'est enfui. Il précise aussi que par contre, la nuit du 30 au 31 octobre, il était chez sa mère jusqu'au lendemain matin, donc bien loin du couvent Saint-Francis. Alors d'un côté, on a les policiers qui disent avoir des aveux écrits, mais qui ne sont pas signés. D'un autre, on a l'accusé qui dit être innocent et a une explication toute faite. On sent déjà que cette histoire est louche. L'opinion publique, elle, est sans pitié avec Johnny. Il est tout de même accusé d'un meurtre vraiment choquant. On lui reproche d'avoir tué une religieuse dans un couvent, tout un symbole pour les catholiques du pays. Une pauvre femme qui s'est retirée du monde pour faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, l'incarnation même d'une femme innocente tombée sous les coups d'un véritable monstre. À l'issue de son procès, il est condamné à la peine capitale malgré qu'il ait été mineur au moment des faits. En fait, au Texas, pour les procédures pénales, la majorité est descendue à 17 ans et lui avait 17 ans au moment des faits. Toutes les demandes d'appel du jeune homme sont rejetées. Il est donc incarcéré à la Ellis Unit à Huntsville, toujours au Texas, où il attend son tour dans le couloir de la mort. Sa date d'exécution est prévue le 6 janvier 1992. Par la suite, cette condamnation est suspendue après l'intervention du pape de l'époque, Jean-Paul II, qui a exhorté la gouverneure du Texas, Dorothy Ann Richards, de faire preuve de clémence envers le condamné et de lui laisser une dernière chance de s'en sortir. Elle accepte et une nouvelle audience se tient pour déterminer s'il ne faudrait pas remplacer la peine de mort par une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. D'autant plus que selon les experts psychiatres qui examinent Johnny, il était à la fois psychotique et paranoïaque, avait de graves lésions cérébrales et souffrait de TDI, un trouble dissociatif de l'identité, autrefois appelé trouble de la personnalité multiple. Le malade présenterait donc une pathologie psychiatrique entraînant chez lui la présence de plusieurs identités appelées des alters. Une maladie psychiatrique reconnue, causée le plus souvent par d'importants traumatismes graves durant l'enfance. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, c'est un sujet très vaste et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le TDI, je ne peux que vous conseiller de jeter un coup d'œil à la chaîne Le Journal d'Olympe sur YouTube. C'est une jeune femme atteinte de TDI qui raconte son quotidien face à la maladie. Elle est très attachante et le contenu de sa chaîne est très instructif. Quoi qu'il en soit, lors de l'audience, l'idée que Johnny ne soit pas totalement sain d'esprit ne convainc pas le jury qui confirme presque à l'unanimité sa condamnation à mort, qui ne tarde pas à être mise en place puisqu'il est exécuté à l'âge de 28 ans le 11 février 1992 par injection létale après avoir mangé de la crème glacée en guise de dernier repas. Avec le recul des années et les progrès dans les analyses d'ADN, on se rend compte qu'il y avait des éléments encore flous dans cette affaire et qu'il y avait un doute raisonnable qui aurait dû normalement profiter à l'accusé. D'abord, la personne qui aurait donné le tuyau à la police, comme quoi ce serait Johnny le coupable, était en fait une voyante qui disait avoir eu la vision d'un jeune tueur habitant à côté du couvent. Donc au départ, si l'enquête a été aiguillée vers Johnny, c'est juste à cause des indications d'un médium. Sachez aussi que 4 mois avant le meurtre de sœur Tadea, une autre femme, Narnie Box Brisson, 77 ans, avait été tuée exactement de la même façon. Et on remarque qu'elle avait presque le même âge que la nonne, et pourtant Johnny n'a jamais été lié à ce crime.
Alors je vous pose la question franchement, quelle est la probabilité pour qu'un même profil de victime tué avec le même mode opératoire dans le même secteur géographique soit visé par 2 tueurs différents? Les chances sont quasi nulles. Pas besoin d'être un expert de la criminelle pour penser que c'est un seul et même tueur qui a commis ces 2 crimes. Et justement, en 2004, l'ADN retrouvé sur la scène de crime du meurtre de Narnie Box Brisson est comparé aux ADN enregistrés dans la base de données du FBI. Et devinez quoi? Il match avec un certain Leoncio Pérez Rueda, 54 ans. Leoncio accepte de plaider coupable pour le meurtre de Narnie afin d'échapper à la peine de mort et purge actuellement une peine de 45 ans de prison. Il est donc fort probable que ce soit lui le vrai coupable du meurtre de sœur Tadea. Et vous vous rappelez le témoin qu'il disait avoir vu quelqu'un fuir du couvent? Il avait en réalité donné une description assez précise de l'intrus. C'était un homme à la peau foncée avec des cheveux noirs et peut-être même des cheveux afro. Clairement, ça ne correspond pas du tout à la description de Johnny qui avait la peau claire, les cheveux lisses et châtains et les yeux clairs. Cependant, Leoncio, lui, qui a des origines cubaines, correspond physiquement à la description de ce témoin oculaire. Enfin, les enquêteurs avaient trouvé sur la scène de crime, au couvent, des cheveux noirs sur le lit de sœur Tadea, donc pareil, impossible que ce soit les cheveux de Johnny. Voilà pourquoi maintenant, les sœurs de Johnny, assistées d'avocats, se disent actuellement prêtes à tout faire pour innocenter leur frère, dont le nom aurait été injustement traîné dans la boue. À ce jour, tous leurs recours auprès de l'État du Texas ont été rejetés les uns après les autres. Visiblement, les institutions ont bien du mal à admettre leur tort. Le chemin risque d'être long et semé d'embûches, d'autant plus que l'ADN masculin recueilli en 1981 sur le corps de sœur Tadea, la seule preuve susceptible de disculper Johnny sans l'ombre d'un doute, a tout simplement été jeté par le docteur Ralph Erdman, le médecin légiste qui a autopsié la religieuse. Cet ADN perdu ne pourra donc jamais être comparé à l'ADN de Leoncio, devenu désormais le principal suspect dans cette affaire. On se demande même d'ailleurs si l'autopsie faite par le docteur Erdman a été effectuée dans les règles de l'art. Car par la suite, ce médecin légiste a été accusé de nombreuses irrégularités, d'omissions et de falsifications dans une centaine d'affaires qu'il a traitées. Centaines d'affaires, c'est énorme, de quoi se poser des questions sur l'exactitude de son rapport d'autopsie en 1981. L'histoire de Johnny Frank Garrett, injustement condamné à mort et exécuté, a fait l'objet d'un film documentaire intitulé The Last Word, sorti en 2008. En 2016, une autre adaptation a vu le jour, Last Word of Johnny Frank Garrett. Mais cette fois, il ne s'agit pas de parler de faits réels, c'est un film d'horreur inspiré de cette affaire où, après son exécution, la fureur de Johnny s'abat. Son esprit se venge contre tous ceux qui l'ont injustement condamné. Bref, honnêtement, je trouve le concept un peu limite, ils auraient pu inventer un autre nom pour le personnage principal, parce que je ne sais pas, l'idée d'utiliser l'identité d'un homme malade mental que la justice a injustement tué pour en faire ensuite un film d'horreur peu fidèle à la réalité, ça me met mal à l'aise, tout simplement. Je trouve ça quand même irrespectueux pour sa mémoire, d'autant plus qu'on a actuellement sa famille qui se bat pour lui rendre justice. Concernant l'affaire de Yoshi, cette histoire m'attriste énormément. Yoshi était un adolescent passionné de rugby et de pêche qui a quitté sa famille pour 1 an afin d'aller à l'aventure et découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Il était si heureux de participer à une fête d'Halloween et malheureusement, il est mort de façon tellement injuste. Je me dis aussi qu'on ne tire pas sur les gens sous prétexte qu'on a peur. Alors, c'est peut-être ma vision de française qui me fait dire ça, parce qu'en France, on n'a pas cette culture de garder une arme chez soi pour se défendre. En tout cas, Rodney aurait quand même pu, je sais pas, lui tirer sur le bras ou une jambe plutôt que de le viser en pleine poitrine. Peut-être que l'issue, à ce moment-là, aurait été différente pour le jeune homme, une petite blessure, et il s'en serait remis, mais ça, on ne le saura jamais. Suite au procès, Rodney a indiqué ne plus jamais vouloir posséder d'armes à feu, que ça l'a traumatisé, et il aurait par la suite perdu son emploi et sa maison. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter et que vous avez aimé toutes ces séries de vidéos du mois d'octobre spécial Halloween. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous comprenez le verdict du procès de Rodney qui a été déclaré innocent d'homicide involontaire.
Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!